Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. On est toujours dans la formation, on est toujours dans du basique. Bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. On va commencer vraiment à mettre les mains dans le logiciel parce que vous allez faire vos premières transformations, vos premières manipulations en 3D sur des objets. Donc on va travailler dans l'espace de Blender. Qui dit espace de Blender dit logiciel de 3D. Qui dit 3D dit 3 dimensions. Qui dit 3 dimensions dit 3 axes de travail X, Y et Z. Ces 3 axes de travail, ils sont facilement représentés dans Blender, toujours de la même manière. On a toujours le X qui est rouge, le Y qui est vert, le Z qui est bleu. Comment on le sait? Grâce à ce petit outil présent en haut à droite de la vue 3D qu'on appelle un gizmo et qui est une représentation simplifiée de votre vue 3D, notamment des axes principaux, donc le X, Y et Z. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une dynamique entre la vue 3D et le gizmo. Si, rappelez-vous, avec le click molette, je tourne autour de mon objet, vous voyez qu'au fur et à mesure, regardez bien cette partie-là de l'écran, au fur et à mesure, j'ai bien mon gizmo qui, de manière dynamique, va subir exactement les mêmes transformations de rotation que ma vue 3D. Comme ça, les deux sont tout le temps un match parfait à 100%. Vous n'allez jamais avoir de désynchro entre ces éléments-là. Donc, ceci étant dit, petit aparté, vous remarquez que on a le X, le Y et le Z juste ici, avec le Z étant la hauteur et le Y étant la profondeur. En fonction des logiciels de 3D, on a deux normes, deux conventions. Parfois, le Y et le Z sont inversés. C'est le cas de Maya, c'est le cas de Unity, par exemple, pour ne citer que eux. Ils ont fait le choix d'une autre convention qui a des avantages et des inconvénients et plein de théories de pourquoi, du comment ça a été mis en place comme ça. Notamment quand on est passé de la 2D à la 3D, est-ce qu'on considérait que l'ancien plan 2D c'était le sol ou ce qu'on voyait affiché à notre écran en parallèle? Voilà, il y a deux écoles, il n'y a pas trop de problème sur ça. Quand on importe ou quand on exporte des objets, souvent on a la possibilité de faire des 90-90 sur les axes pour retomber sur ce qu'on avait en transformation de base. Mais gardez ça en tête, en fonction du logiciel que vous avez utilisé avant Blender. Bon, si Blender est votre premier logiciel de 3D, tant mieux. Mais si vous avez déjà utilisé des soft 3D ou qu'un jour vous passez sur un autre soft de 3D et que vous avez un changement à ce niveau-là, c'est normal. C'est pas dramatique, c'est qu'il y a plusieurs normes. Donc ceci étant dit, qu'est-ce qu'une transformation sur un objet 3D? Il en existe de trois sortes. On a des changements de position qu'on appelle translation, on a des changements de rotation qu'on appelle rotate, donc rotation, et on a des changements d'échelle qu'on appelle rescale, donc changement d'échelle, tout simplement. Comment je peux accéder à toutes ces informations sur Blender? Il suffit de sélectionner un objet avec un clic gauche classique. Donc là, je sélectionne par exemple mon cube. Et les transformations sont présentes en haut à droite dans un petit panel qu'on peut afficher de deux manières. Soit je clique ici sur la petite flèche, soit j'appuie sur la touche N de mon clavier. Et voilà ce qui s'ouvre. J'ai bien un panneau Transform. Donc les properties pour le moment, on s'en fiche, de toute façon on n'en a pas sur l'objet de base. Et voilà ce qui va nous intéresser. Donc on a des groupes d'informations, de position, location, de rotation, rotation, d'échelle, scale, et de dimension. La différence entre échelle et dimension est ultra importante, très compliquée à expliquer sans vous illustrer les choses. Donc aujourd'hui, je vous montrerai les bases de ces différences et ensuite, plus tard dans la formation, je vous expliquerai pourquoi on a vraiment la séparation de ces deux infos-là. Donc la première chose sur laquelle on va s'intéresser, c'est la location. Je vous disais, dans Blender, 3 dimensions X, Y, Z. À chaque fois, vous remarquez qu'on a bien des transformations sur l'axe X, Y, Z, que ce soit pour la position, la rotation, ou l'échelle, ou même la dimension. Donc ça, c'est ultra important à comprendre qu'à chaque fois, on va travailler selon ces 3 axes. Si on veut faire un changement de position, vous allez voir que c'est pas compliqué, on peut le faire de plein de manières. Si je veux changer la position de mon cube en X, plusieurs possibilités. Je laisse enfoncer mon clic et je peux glisser à la manière d'un slider. Donc par défaut, c'est un changement très basique qui va suivre l'intensité du mouvement que je mets sur ma souris. Donc là, si je lâche, vous voyez qu'il a bien une location à moins 2,80 mètres. Pareil en Y, pareil en Z. Donc l'avantage, je fais des petits CTRL Z, c'est que on peut rajouter à chaque fois une surcouche de raccourci clavier pour avoir quelque chose de plus précis. Donc là, je laisse enfoncer mon clic. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est totalement naturel en fonction du mouvement que j'amène dans ma souris. Si j'appuie sur Shift, je vais avoir un mouvement beaucoup plus précis, beaucoup plus lent, qui peut être intéressant pour avoir une valeur ultra précise, même si, bien évidemment, on peut taper une valeur numérique. Je vous montrerai ça juste après. Donc Shift permet d'avoir un déplacement précis. CTRL permet d'avoir, par opposition, un déplacement moins précis, oui et non, pardon, c'est pas
véritablement juste ce que je dis. C'est pas qu'il est moins précis, c'est qu'il va suivre un pas. Donc là, vous voyez, quand je déplace mon curseur, automatiquement, il va se déplacer de 1 à 1. Donc ce pas est modifiable. Par défaut, il est défini comme ceci. Et c'est quand même très bien parce que ça permet de faire des changements de position très rapidement en s'abstenant en fait d'avoir des chiffres à virgule. Ça peut simplifier en fait la tâche dans plein de modifications. Donc ça, c'est quand même très chouette. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux taper une valeur à la même? Pas compliqué, je sélectionne mon champ, je fais 1, entrée, il se décale de 1 mètre. Imaginons que je travaille sur une scène beaucoup plus petite ou beaucoup plus grande, par opposition, et qu'en fait, l'unité de mesure mètre me convient pas. J'aimerais bien bosser soit en kilomètres, soit en millimètres, soit changer à la main, à la volée comme je veux, mais tout ça c'est possible dans Blender. Comment changer l'unité de base? Je vais aller dans les Scene Properties, juste ici en bas à droite. Je vais aller dans Units. Et là, j'ai quelque chose qui est très intéressant déjà, Unit System, on est en mètres, vous pouvez passer en impérial si jamais c'est votre cas. Et on a la longueur qui est calculée ici alors là c'est système métrique, en mètres. Je peux très bien le passer en centimètres si je le veux, vous voyez, il va tout convertir automatiquement. Je peux le passer en kilomètres. Je peux même le passer en adaptative, et là en fonction de l'échelle de votre objet, quand il va y avoir trop de virgules ou trop de chiffres, il va passer à chaque fois, il va décaler l'unité de mesure. Je vous le conseille pas systématiquement, notamment si vous commencez Blender. Donc on va rester en mètres, on va dire que système métrique de base, faut s'habituer avec ça. Souvent on travaille en centimètres, mais là pour l'exemple, on reste sur les propriétés de base de Blender étant en mètres. Ceci étant dit, rien ne vous empêche d'indiquer à Blender que vous voulez travailler à la volée en centimètres. Imaginons que là, vous avez un plan d'un meuble, vous savez que vous devez faire une translation de cette pièce-là de 120 cm, donc 1.2 mètres. Je pourrais très bien taper 1.2, il me le mettra en mètres, mais je peux taper, et ça c'est ultra intéressant, 120 espace centimètres, donc c'est moi qui lui force ça, je fais entrer, et automatiquement, vous voyez qu'il m'a converti des centimètres en mètres, étant l'unité définie par défaut, comme ça j'ai pas de souci. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ici, si je fais 500 mm, vous voyez qu'il me convertit à 0,5 m. Donc ça, c'est quand même très pratique. Donc imaginons que j'ai fait plein de translations comme ceci. On est content de nous. Là, j'aimerais bien réinitialiser un petit peu tout ça parce que j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait plein de modifications de mon objet. Je pourrais soit redécaler ici, vous allez comprendre très vite que c'est pas la bonne solution, soit taper 0, faire tab, 0, faire tab, 0. C'est un petit peu long. Donc il y a plein de possibilités pour avoir quelque chose beaucoup plus naturel, beaucoup plus souple. Déjà, je peux faire une édition de masse en laissant enfoncer mon clic, en glissant vers le bas. Oui, je peux sélectionner plusieurs champs, et là, je peux faire 0, et j'ai une édition multiple. Donc là, j'ai fait sur les 3 champs, mais si je veux réinitialiser uniquement le X et le Y, je pourrais mettre 5 ici, si je veux la même valeur, et ça m'édite de manière multiple tous les champs sélectionnés. Maintenant, si je veux réinitialiser les valeurs, c'est faisable. Comment je fais? Je vais survoler le groupe de champs que je vais réinitialiser. Ça, c'est un groupe, ça, c'est un groupe, ça, c'est un groupe, ça, c'est encore un autre groupe. Je le survole avec mon curseur et je fais la touche Backspace. Backspace, vous savez, c'est la touche qui est au-dessus de l'entrée, donc la suppression vers la gauche. Je fais Backspace, bam, et ça m'a tout mis à 0. Backspace, c'est quoi? C'est le raccourci clavier, si je fais clic droit, du Reset All to Default Value. Je pourrais le faire de reset la Single Value to Default, et ce serait uniquement le champ sélectionné. Mais si je fais un Reset All, c'est le groupe sélectionné. Donc là, déjà, on a fait vos premières translations. Vous allez voir qu'il y a des raccourcis clavier et visuel beaucoup plus pratiques que le système numérique, mais c'est intéressant de vous le montrer quand même. Gros avantage également du système numérique, c'est que je peux, dans tous les champs de Blender, et là, ça ne s'applique pas uniquement aux transformations qu'on a là, dès que Blender accepte en entrée des valeurs numériques, des valeurs décimales, des entiers ou autres, je peux faire des opérandes, des opérations, que ce soit des additions, des multiplications, des soustractions, des divisions, ce que je veux. Donc imaginons que là, je ne veux pas me prendre la tête à sortir la calculatrice, j'ai un mur de 10 mètres, je sais que je dois décaler mon objet de, je sais pas, un 25e de translation, donc je peux faire 10 divisé par 25, entrée, il me calcule automatiquement. Donc ça évite de prendre la calculatrice, de faire mon 10 divisé par 25, de dire ok c'est 0,4, je le rapporte, il va y avoir des erreurs, c'est compliqué. Donc là automatiquement je peux le faire. Je pourrais même prendre l'ancienne valeur, la multiplier par 10 par exemple, et automatiquement il ferait mon opération. Donc ça c'est ultra pratique, et c'est présent sur tous les champs de Blender. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant, et ça peut sauver la vie plein de fois, ça vous fait gagner un temps fou en termes de process, donc c'est vraiment cool. Donc ceci étant dit pour les locations, je vais aller très rapidement pour la rotation parce que c'est exactement le même principe. Rotation
de l'axe X. Alors, quand on dit rotation de l'axe X, sur l'axe X, vous voyez qu'en fait, c'est c'est un peu parfois contre-intuitif, mais là, quand je fais une rotation sur l'axe X, vous voyez qu'en fait, c'est lui qui va définir comme si j'avais mis une broche dans mon objet et qu'ensuite je tournais cette fameuse broche. Ça peut paraître simple pour les gens qui sont habitués à faire de la 3D, mais pour les gens qui débutent, c'est pas forcément intuitif. Donc voilà, il faut manipuler un petit peu pour voir comment tout ça se représente en 3 dimensions. Donc pareil, backspace pour annuler. Vous remarquez que location était en mètres, rotation, on est bien évidemment en degrés, pardon, je pourrais changer ici, en radians si je le souhaite. Ensuite, on arrive sur une notion un petit peu plus complexe. Alors, je vous épargne pour aujourd'hui les rotations x, y, l'heure, la différence avec le quaternion, ça ce sera pour plus tard. Voilà. Sachez qu'il y a différents espaces de calcul de rotation, parce que sinon on peut avoir ce qu'on appelle un gimbal lock, quand on fait certaines rotations en Euler. Bref, sujet un peu plus complexe, on en reparlera peut-être dans la formation. Différence entre échelle et dimension, un grand débat. Un grand débat, c'est assez compliqué à expliquer, pourquoi. Première chose qu'on voit, c'est que le scale est le seul élément qui n'a pas d'unité de mesure. On a du mètre, du degré, du mètre pour la dimension, scale n'a pas d'unité. Deuxième chose intéressante à comprendre, c'est que si je change l'échelle en x par exemple, automatiquement, vous voyez, il m'a changé ma dimension en x. Et inversement, si je change ma dimension, il me change mon échelle. Donc là, si je mets du 1, vous voyez que par défaut, on avait une échelle en 1, 1, 1, 2, 2, 2, et là on est en 1, 1, 0, 5. Donc là, la correspondance, elle est linéaire. Donc si je multiplie par 2 mon échelle, je vais multiplier par 2 ma dimension. En fait, l'échelle, pour vous faire très simple, il faut vous dire que c'est un rapport, un ratio entre les 3 axes x, y, z, alors que la dimension, c'est la valeur précise de dimension d'un objet. Et là, vous allez me dire, ouais, ok, mais à quoi ça sert d'avoir les deux valeurs? Pourquoi on n'a pas que la dimension ou que l'échelle? Alors on n'a pas que l'échelle parce que c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler avec des valeurs numériques qui a une vraie représentation physique dans l'espace 3D. Et on n'a pas que la dimension parce que j'ai besoin de l'échelle pour plein d'opérations 3D. Par exemple, quand on va faire un bevel, donc un chanfrein pour couper une arête, Blender va se baser sur cette échelle. Quand on va faire plein de systèmes de duplication, de rayes, de tableaux ou autre, Blender va se baser sur cette échelle. Donc c'est une notion qui est ultra importante, qui est un petit peu compliquée à expliquer la différence entre les deux. La seule chose que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que les deux valeurs sont liées, que l'échelle, ce n'est pas vraiment une valeur numérique, c'est juste un ratio. Donc quand on dépasse, vous voyez, des valeurs de 1 ou autre, c'est un ratio qui est supérieur à ce qu'on avait au début. Quand on a quelque chose qui pourrait même passer en négatif, vous voyez, ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est que je peux passer mon échelle en négative, mais la dimension, c'est toujours une valeur absolue. On ne peut pas avoir une dimension négative dans la vraie vie. Une pièce qui fait, là en l'occurrence, 2,76 m, elle ne peut pas faire moins de 2,76 m. Physiquement, c'est impossible. Pourtant, mon échelle, elle peut être négative par rapport à ce que j'avais au début. Donc ça, c'est une notion qui est intéressante. Et ce qui est ultra important, que je vous montre très rapidement, mais ne vous prenez pas la tête sur ça parce que pour le moment, on n'a pas vu suffisamment d'options pour que vous puissiez comprendre vraiment à quoi ça sert. Je peux réinitialiser cette échelle. Alors non pas avec un backspace, sinon ça va me réinitialiser la dimension, mais je peux dire en Blender, Object, Apply, applique-moi l'échelle, et vous allez voir automatiquement, regardez bien à droite, l'échelle qui est à 4 par exemple en X, et la dimension qui est à 8, si je fais un reset du scale, ça ne change pas ma dimension, mais ça m'a changé mon échelle. Et là, ça me permet de dire en Blender, ok, la nouvelle dimension que tu en fais ton échelle par défaut en 1, 1, 1, qui est l'échelle de base, et du coup, les transformations, tu les fais sur cette nouvelle échelle, sans toucher aux dimensions. Un petit peu complexe, je vous avoue, on y reviendra par la suite, vous inquiétez pas. Mais j'aime bien introduire cette notion-là à ce moment-là, comme ça vous comprenez déjà la différence et vous ne posez pas 50 000 questions sur ça. Je vais supprimer ce cube de base avec Supr, je fais un Shift A pour ajouter un objet, ou alors je vais dans Add Mesh Cube. Par défaut, vous voyez, tout est réinitialisé, c'est parfait. Donc là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, mais c'est un peu galère à chaque fois, hein, d'avoir un système paramétrique comme ça. Ça a des avantages, mais ça a aussi des gros inconvénients. Si je vous dis qu'il y a moyen de faire tout ça avec une touche du clavier ou avec un seul clic de manière visuelle, là vous allez être content, c'est le cas. Donc à gauche, on a plein d'outils. On a le Move qui correspond au changement de location, on a le Rotate qui correspond au changement de rotation,
on a le scale qui correspond au changement d'échelle. À noter qu'on va très rarement toucher directement aux dimensions. On travaille souvent en échelle en 3D. Et on a le transform qui est un petit peu la compilation ultime de tous ces éléments-là. Pareil, des avantages et des inconvénients, je vous montrerai tout ça après. Mais encore mieux, on a des raccourcis clavier. Vous commencez à comprendre, dans Blender, on est beaucoup basé sur les raccourcis clavier. Il y en a 3 à retenir, 3 principaux. On a la touche G, G comme grab, qui permet de prendre un objet et de le déplacer dans la vue 3D. Alors, quand je le déplace comme ceci, pourquoi G déjà? Parce que c'est grab. Je prends l'objet, je le décale. Quand je le déplace comme ceci, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, en haut à droite, on a bien une location qui est indiquée. Pareil, en haut à gauche de ma vue 3D. Alors, petite chose intéressante, si je sors mon curseur 3D et que je continue à le décaler, vous voyez, il va faire ça à l'infini. Donc, je ne suis pas bridé par le bord de mon écran. Je n'ai pas mon curseur qui va se bloquer ici. Tant mieux, sinon ce serait très galère à chaque fois pour faire des changements de grande envergure. Donc, quand j'ai ça, qu'est-ce qui se passe? Blender, il va calculer un plan parallèle à mon champ de vision de ma vue 3D. Il va faire transiter dessus, une translation comme ça. Donc là, a priori, ça n'a pas trop d'utilité dans notre cas. Si j'appuie sur 1 pour passer en vue de face, vous voyez qu'en haut à droite, j'ai uniquement l'axe Z et X qui sont présents visuellement en 2D. Donc là, si je fais G, vous voyez, dans les changements, qui va uniquement changer en X et Z et pas toucher à la profondeur, pas toucher à mon Y. Pourquoi? Parce que visuellement, il n'est pas présent. Et vu que je vous ai dit qu'il faisait une translation avec un plan simulé parallèle à ma vue 3D, mais automatiquement, il n'a pas cette information de profondeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant de comprendre. Mais là, vous allez me dire, ouais, c'est pas mal, mais c'est moins bien. C'est moins bien que la valeur numérique, parce que là, je peux pas rentrer un axe précis avec une dimension et tout. Si, on peut. Tout ce qu'on a fait ici, on va pouvoir le faire là. Je vais juste afficher l'axe Z, ce sera plus simple pour vous. On peut faire quasiment toutes les mêmes choses. Donc si j'appuie sur G, pour passer en mode grab, je peux dire à Blender que je veux contraindre cette transformation sur un axe. Comment je fais? C'est très simple pour le coup. J'appuie sur mon clavier sur l'axe que je veux contraindre. Donc sur la touche X, sur la touche Y, sur la touche Z. J'appuie sur X, je suis sur l'axe X. J'appuie sur Y, je suis sur l'axe Y. J'appuie sur Z, je suis sur l'axe Z. Vous voyez que ça fonctionne parce qu'en haut à droite, vous avez en temps réel la transformation et ça fonctionne très très bien. Si vous ne savez pas trop ce que vous avez fait, en haut à gauche, il va vous indiquer la transformation. Donc là, il vous dit, je me déplace de moins 16 mètres. Donc là, c'est la valeur absolue. Donc j'ai un déplacement de 16 mètres. Along global X, donc selon l'axe global X. Notion de global, je vous expliquerai très rapidement à la fin, mais on fera d'autres vidéos dessus. Donc là, pareil, ok, intuitif, X, Y, Z. Autre manière de sélectionner un axe de contrainte, c'est le clic-molette. Alors il est moins pratique, mais regardez, si je laisse enfoncer, j'insiste bien sur ça, mon clic-molette, à chaque fois que je vais me rapprocher visuellement d'un axe, Blender va comprendre qu'il doit se contraindre à lui. Oui, j'ai des petits pointillés qui partent du centre de translation de mon objet. Et là, vous voyez, si je survole quelque chose qui se rapproche de mon axe vert et que je lâche mon clic-molette, là, je suis uniquement en Y. Donc, pas forcément le plus intuitif, mais ça existe. Ensuite, imaginons que je veuille faire une translation précise. Donc là, j'ai fait G, X pour contraindre sur X. Si je fais Shift, comme tout à l'heure, j'ai une translation beaucoup plus précise que par défaut. Si je fais CTRL, j'ai une translation de mètre en mètre selon le pas. Et le petit bonus, c'est qu'on peut également indiquer à Blender une valeur numérique exactement comme tout à l'heure. Donc si je veux faire une translation à X de 0,6 par exemple, je fais G, X 0,6, entrée, et ça fonctionne. Donc d'ailleurs, vous avez toutes les informations en haut à gauche, juste ici. Si je fais G, Z, 12, vous voyez que j'ai bien ici le 12 mètres qui est présent. Je fais entrée, et ça fonctionne. Alors c'est un petit peu plus galère si vous voulez taper des centimètres et tout. C'est pas aussi simple que là. Là, si je fais un G, X, 12 cm, vous voyez, il va pas le comprendre. Donc c'est moins simple. Pareil si vous voulez faire des opérations, addition, soustraction, multiplication et tout, ça je vous conseille de passer par ce système-là. Là, on va éviter. Mais rien ne vous empêche de faire un calcul rapide dans votre tête. Si vous êtes en centimètres que vous voulez bosser en mètres, vous pouvez taper du 0,2, du 20, etc., etc. Ça va fonctionner. Donc, ça c'était pour... excusez-moi, les changements de location. Donc, changement de location uniquement sur un seul axe. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que vous pouvez également dire à Blender que vous contraignez sur, non pas un axe, mais sur deux axes. Alors ça peut être pratique. Pourquoi? Mais par exemple, pour déplacer le cube sur un sol. Imaginons que là, hop là, je vous fais très rapidement, j'ai
ceci, et que je veuille, oubliez ce que je fais là, c'est juste pour que ce soit un petit peu plus visuel de votre côté, et que je veuille déplacer mon cube sur ce sol, ben, je pourrais faire un gx puis un gy. Vous voyez, il se déplacera toujours sur l'axe. Mais imaginons que je veuille le déplacer comme s'il était contraint à un plan et non pas à un axe, je peux du coup lui enlever un axe de contrainte. Pourquoi? Vu que j'ai 3 axes, si je lui dis, donc x, y, z, tu te déplaces en x, y mais pas en z, tac, automatiquement, il va me faire 2 axes x, y. Donc non, je ne vais pas rajouter des axes de contrainte, mais je vais plutôt lui en enlever un, pardon. Donc si je veux faire uniquement sur x et y, j'enlève quoi? Le z. Donc je fais G, et comment je fais pour enlever le Z? J'appuie sur Shift plus l'axe que je veux enlever. Donc si je fais Shift Z, vous voyez que là j'ai bien en surbrillance le X et le Y, et j'ai un déplacement qui va s'effectuer sur tous mes axes, sauf sur l'axe que je viens de contraindre. Lui, il me l'a mis en haut. Locking Global Z. Donc il verrouille le Z, et il permet de changer les 2 autres axes. Et ça marche pour tout. Je pourrais faire un G Shift Y, et là j'aurai un plan encore différent. Donc voilà, ça c'est quand même très pratique. Pour le raccourci clavier, visuel, pardon, je peux cliquer ici sur Move et j'ai exactement les mêmes choses. Donc ça peut paraître très simple également. Voilà, je peux le décaler. Alors je peux pas taper des valeurs de manière très intuitive. C'est un petit peu le même principe où je vais laisser enfoncer mon clic. Là, je commence à entamer la translation. Si je fais 10, il me décale de 10. Vous voyez, je peux lâcher mon clic. Mais c'est quand même moins intuitif, ça fait une combinaison entre les raccourcis clavier, les raccourcis visuels, le raccourci souris, c'est un petit peu plus compliqué, donc je vous le déconseille. Mais globalement, tout ce qu'on a fait à la main, c'est l'équivalent. Si je laisse enfoncer au milieu, c'est comme si je faisais un G. Si je fais le rouge, c'est comme si je faisais du GX, comme du GY, comme du GZ. Et là, c'est les plans de contrainte. Donc là, par exemple, ce plan bleu, c'est que je vais locker le Z. Du coup, je vais être uniquement un X et Y. Voilà, c'est une autre méthode. Ceux qui sont plus habitués, des fois, ça peut être plus intuitif. Au début, de manipuler avec des choses visuelles, ça existe. J'ai exactement la même chose pour la rotation. Donc pareil, là, on va parler de raccourci rotation. C'est plus simple. C'est pas G comme grab, mais c'est R comme rotate. Donc pareil, si je fais un R, par défaut, c'est une rotation, vous voyez, par rapport à comme si on simulait un faisceau, donc une broche, comme tout à l'heure, de manière orthogonale, donc perpendiculaire à ma vue 3D. Et là, j'ai une rotation comme ceci. Mais si je fais X, c'est uniquement sur l'axe des X, Y sur les Y, Z sur les Z. C'est exactement la même chose. Shift permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Control permet d'avoir un changement d'axe de 5 en 5 de rotation. Et je pourrais taper une valeur à la main. Donc par exemple, une rotation en Z de 45 degrés, R, Z 45, entrée, j'ai bien une rotation de 45 degrés. C'est exactement la même chose, c'est ça l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait pour un type de transformation, on a le même partout. Pareil pour contraindre. Alors là, il y a quelque chose qui est un petit peu contre-intuitif, c'est que si je lock en fait du Shift Z, vous voyez, imaginons que je veux une rotation sur tous les axes sauf sur un, mais en fait physiquement c'est pas possible. Donc le Shift Z, ça va me faire ni plus ni moins qu'une rotation en Z. Donc isoler un axe pour une rotation, physiquement c'est impossible, donc ce n'est pas présent. Et là pareil, vous avez raccourci visuel juste ici, avec les rotations en X, en Y, en Z ou en global. Si je fais juste un R. Ok? Et on a l'équivalent, donc je fais des petits backspace pour tout réinitialiser. Je vais faire chez Z, voilà, comme ceci. On a l'équivalent pour l'échelle, donc là c'est pareil. Changement d'échelle comme ceci, donc là c'est le raccourci visuel. Et c'est exactement la même chose, le raccourci clavier c'est quoi? C'est S. Donc si je fais S pour changer une échelle par défaut, c'est homothétique. Homothétique veut dire homogène sur les 3 axes, X, Y, Z. Donc vous voyez que à droite, j'ai toujours une valeur proportionnelle entre X, Y, Z. Mais je peux lui indiquer que je veux changer uniquement sur X, uniquement sur Y, uniquement sur Z. Pareil avec le clic molette, donc ça je ne vous l'ai pas montré sur la rotation, hein, mais c'est pareil, hein, avec clic molette je peux sélectionner l'axe de rotation. C'est pareil avec le changement d'échelle et avec la translation, clic molette pour sélectionner un axe. Et c'est exactement la même chose, je peux taper une valeur à la main, voilà, je pourrais faire quelque chose très rapidement comme ça. Là pour le coup, vous voyez, le clic molette pour l'échelle, je le trouve quand même plus intuitif et plus pratique. Donc j'appuie sur S, clic molette sur le côté, ça me change le côté, S, clic molette sur le haut, ça me change le haut. Ça dépend des habitudes. Il y en a qui vont préférer faire des SX, SY, SZ. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Et facilement, pour modéliser un mur ou autre, uniquement avec les transformations de la sorte, on peut obtenir un résultat très rapide. Donc j'ai les raccourcis visuels ici. Et j'ai le fameux transform
qui est la combinaison ultime de tout ce qu'on vient de voir. Vous pouvez avoir une superposition de tous les éléments avec des rotations, des changements de position, des changements d'échelle. Donc voilà, ça peut être également pratique pour vous amuser au début, pour avoir des choses assez basiques. Donc c'est à peu près tout, ça fait pas mal d'informations. Il y a juste une notion que j'aimerais bien introduire aujourd'hui et qui est un petit peu avancée, qui peut paraître simple, mais il y a plein de choses à dire dessus. Donc je vous montre très rapidement et après on oublie. C'est que si je fais par exemple une rotation comme ceci, et que je veux décaler mon objet selon sa nouvelle rotation, donc selon cet axe-là, vous voyez que je suis un petit peu... je suis foutu. J'ai pas possibilité là. Mes axes, en fait, ils sont basés sur mes coordonnées globales de mon monde, donc ce qu'il y a ici. Je peux pas vraiment avoir de position locale. Et ça, justement, c'est quelque chose qui se passe à moi. On a du global par défaut, je peux passer en local. Vous voyez que là, magie, ça a changé l'axe, l'orientation de mes axes. Et maintenant, quand je déplace mon objet, voilà ce qui se passe. Donc si je fais une rotation, vous voyez que non seulement ça fait une rotation de mon objet, mais une rotation également de mes poignées de déplacement. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique. C'est une question qui arrive souvent. On verra plus tard vraiment comment ça fonctionne. Mais je voulais vous le montrer aujourd'hui, au moins pour que vous ayez connaissance de cette existence de différence entre global, qui est basé sur les axes globaux de mon monde et pas du tout sur le local de mon objet, et local, qui est basé sur le local de mon objet. Donc il y a également un raccourci clavier hein, pour ça. Alors là, pour réinitialiser, ça aussi j'ai oublié de vous le dire, mais pour réinitialiser, avec Alt, vous pouvez réinitialiser les transformations de votre choix. Si je fais Alt R comme rotate, ça réinitialise toutes mes rotations, vous voyez ici. Alt G, ça réinitialise toutes mes locations. Et Alt S, ça réinitialise mon scale. Donc ça évite de faire un backspace, c'est l'équivalent du backspace à moi. Quand vous faites une rotation, par exemple, comme ceci, tac. Si maintenant vous voulez faire une translation en local, donc qui suit cet axe, tout en raccourci clavier, vous allez non pas faire G et Z. Alors attendez, il faut que je mette en global. GZ, c'est du global. Si je rappuie à nouveau sur Z, en ayant déjà appuyé dessus, il switch, vous voyez, sur du local. Donc ça permet de passer entre du global et du local en appuyant 2 fois sur Z. Ça c'est un petit bonus, c'est une notion avancée, mais c'est quelque chose qui est souvent demandé. Les gens sont un petit peu frustrés de faire une rotation et de ne pas pouvoir le déplacer selon les nouvelles coordonnées locales de ma rotation. Donc déjà, si vous avez compris aujourd'hui que quand vous faites de la rotation d'un objet, Blender, lui, il enregistre en plus des coordonnées globales, un local propre à ma rotation, c'est gagné. On reviendra plus en détail par la suite sur tout ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo était assez longue hein, quand même, quasiment une demi-heure, mais il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve semaine prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas, d'ailleurs, je suis présent très souvent sur Twitch de 21h à 23h tous les week-ends. Je réponds à vos questions de 3D en direct, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et je remercie également le sponsor de la chaîne qui est Oli, donc pour ceux qui ne connaissent pas, H-O-L-Y. Pareil, le lien sera dans la description si ça vous intéresse. Il y a des codes de réduction en passant par mon lien. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ça aussi. Et je vous dis à la prochaine. Bon Blender à tous. Ciao tout le monde. À plus.